On poursuit notre démarche de présentation des candidats au municipal de 2026. Après avoir reçu David Béliard, Fatoumata Koné et Anne-Claire Boux ces dernières semaines, la 4e candidate à la primaire écologiste pour les prochaines élections municipales est sur notre plateau. Bonjour Aminata Niakaté. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Vous êtes conseillère de Paris dans le 15e arrondissement. Vous êtes née à Paris. Vous avez été élevée à Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne avant de revenir vous installer dans la capitale. Le sujet qui semble vous tenir à cœur, en tout cas dans votre profession de foi, c'est le logement. Votre solution à vous, c'est quoi? Parce que tout le monde y va de sa baguette magique. Vous, la vôtre, c'est quoi? Alors moi, je pense qu'on peut créer du logement social, notamment pour les plus précaires. En fait, il y a un espèce de paradoxe à Paris. On a des habitants qui quittent Paris, mais on a des demandes de logement extrêmement fortes. Et moi, je pense qu'il faut mobiliser le logement vacant. Et puis, la ville de Paris a une politique de préemption qu'elle doit accélérer, notamment dans les arrondissements qui ne jouent pas le jeu. Je sais qu'elle essaye de fonctionner avec les maires d'arrondissement, mais dans le 7e arrondissement, on n'a que 3% de logements sociaux. Et donc, je pense qu'il faut accélérer la préemption de logements sociaux par la ville de Paris. C'est-à-dire que finalement, là aujourd'hui, on est à un peu plus de 25%. On sera quasiment à 30% à la fin du mandat. C'est-à-dire quoi? Il faudrait qu'il y ait quasiment 50% de logements sociaux à Paris? Peut-être pas 50% de logements sociaux à Paris, mais en tout cas, dans les arrondissements qui ne jouent pas le jeu, rétablir la balance pour que les populations les plus précaires, les jeunes, puissent également se loger. Dans le 15e, on atteint presque 20% de logements sociaux et c'est anormal, c'est une anomalie que dans des arrondissements comme le 7e arrondissement, celui de Rachida Dati, il n'y ait que 3% de logements sociaux. Ce que vous dites, c'est que même à l'époque, vos parents avaient dû quitter Paris. En effet. On a la sensation quand même que même dans les 20 dernières années, les écarts de richesse se sont largement creusés, particulièrement à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé sous ces mandatures, à la fois celle de Bertrand Delanoë, celle d'Anne Hidalgo? On a fait des mauvais choix? Alors mes parents, quand ils sont partis, c'était sous la mandature de Jacques Chirac, parce que c'était dans les années, c'était en 84, donc c'était pas encore, c'est la droite qui était au pouvoir. Et ce qui s'est passé pendant la mandature, c'est qu'on a accéléré. Et je pense que quand j'étais plus jeune, il y avait beaucoup moins de place, mais je pense qu'il faut aller plus loin parce que Paris devient de plus en plus cher et difficilement abordable. Et le premier poste de dépense, c'est effectivement le logement, et en travaillant sur le logement social, en travaillant mieux avec la préfecture de région, on peut développer l'offre de logement social et mobiliser le logement vacant. Quels sont vos autres projets pour la capitale? Vous avez très certainement des projets qui vous tiennent à cœur. Il y a des projets qui me tiennent à cœur. Moi, je suis écologiste et ce qui me préoccupe, c'est le dérèglement climatique, l'adaptation de la ville. Et je pense qu'il faut accélérer. Moi, j'ai souvenir de débats budgétaires où il a fallu batailler pour avoir des arbitrages, pour adapter, faire la rénovation thermique des écoles, par exemple. Donc, c'était des bras de fer avec les socialistes. Et je pense qu'il faut aller vachement plus loin sur la végétalisation de l'espace public, sur moins de place de la voiture. Et puis quand on a des espaces verts comme sur le champ de Mars, arrêter de construire des palais éphémères qui n'ont rien d'éphémère. On arrête l'événementiel aussi, comme le demandent les associations riveraines. En tout cas, on peut faire un frein. Nous, on avait demandé à ce qu'il y ait 250 jours de relâche, installation comprise, parce qu'en fait, on va avoir besoin de ces îlots de fraîcheur. Mais si c'est une foire d'événementiel à chaque fois, toute l'année, c'est plus des endroits de respiration et des îlots de fraîcheur pour les riverains. Donc je pense qu'il faut réduire. Et ces événements, après, ça reste... On les arrête pas, ces événements? Je pense que le Champ de Mars, la Tour Eiffel, ça reste Paris, restera toujours Paris. Donc on va pas annuler, par exemple, le feu d'artifice du 14 juillet. Je pense que ça restera toujours un lieu d'événementiel. Mais la pression événementielle à outrance dégrade les espaces verts, dégrade la biodiversité. Très concrètement, comment est-ce qu'on regagne encore davantage de place sur celle des voitures pour les piétons, pour les mobilités douces? On fait basculer, c'est ce qu'on a essayé de faire et il faut aller plus loin, mais le stationnement en surface, en sous-sol pour libérer l'espace public. On vient d'adopter un PLU très ambitieux qui veut créer 300 nouveaux espaces verts, hectares d'espaces verts, de jardins publics. Et moi je pense qu'il faut mobiliser toutes les ressources, travailler avec les institutions parisiennes et pourquoi pas, y compris mobiliser les riverains qui peuvent dénicher des endroits, y compris dans les copropriétés ou des espaces libres qu'on peut végétaliser, multiplier les rues aux écoles, multiplier la végétalisation de nos rues qui sont bien minérales.
Comment est-ce qu'on finance tout ça ? Ça ne vous a pas échappé que le budget de l'État était particulièrement contraint, que celui des collectivités locales en dépend. Comment est-ce que l'on finance tout ça et comment est-ce que on regagne un petit peu de la dette parisienne qui est très élevée ? En tout cas, moi je pense que s'il doit y avoir une dette pour Paris, c'est celle de la transition écologique, parce que 1 euro investi aujourd'hui dans la transition écologique, c'est 10 euros gagnés dans les 10 ans, 15 ans, 20 ans qui viennent. Donc, mais c'est 1 euro qu'il faut mettre aujourd'hui. En tout cas, c'est 1 euro qu'il faut mettre aujourd'hui. Mais en tout cas, investir maintenant dans la transition écologique, c'est ce qui nous coûtera en moins plus tard quand on sera confronté à des crises. Et gérer des crises climatiques, des désordres environnementaux, ça coûte toujours beaucoup plus cher quand on les subit de manière non préparée. Donc on continue comme ça à grimper un petit peu dans la dette et en se disant peut-être qu'un jour ça nous reviendra. Et peut-être qu'on peut se faire l'économie de certains projets inutiles. Voilà, la tour Triangle, peut-être qu'on aurait pu s'en passer. Enfin, il y a peut-être, c'est un peu tard, mais voilà, le grand projet de réaménagement, de construction de bureaux, de bagageries sur un territoire que je connaissais bien, c'est effectivement le Champ de Mars, qui coûte 100 millions d'euros. C'est peut-être des postes de dépenses qu'on peut aussi éviter. Donc en fait, c'est une question de prioriser. Paris, quand même, est la ville la plus riche de France, si ce n'est d'Europe. Donc elle a un budget de 11 milliards. Il faut qu'elle choisisse ses priorités. Vous avez commencé à le faire, parce que vous n'êtes pas à proprement parler aux commandes de cette mairie de Paris, mais vous faites partie de l'alliance de la majorité. Vous avez commencé justement à évoquer ces sujets que vous auriez traités différemment de la mandature d'Anne Hidalgo ces 14 dernières années. Ben voilà, moi j'aurais pas fait les immeubles ponts qu'on a vu apparaître sur Porte de Brancion. Il a fallu aussi batailler pour faire tomber le projet de bétonisation sur Brunzeau dans les abords du périphérique. Voilà, peut-être qu'on aurait pu en tout début de mandature passer à 50 km/h sur le périphérique. On aurait pu aller plus vite en réalité, je pense. Et voilà, ce qu'on propose les écologistes, c'est d'arrêter de tergiverser et d'y aller franchement. Les Parisiens auraient été prêts, parce que moi je pense qu'ils sont prêts, qu'en 2020 finalement la campagne d'Hidalgo a été très verdie, même le logo la rose était de couleur verte, et donc il y a eu une vague verte partout en France, y compris à Paris. C'est Anne Hidalgo qui l'a prise. Voilà, peut-être que un peu plus d'authenticité en 2026 sera bienvenue pour un Paris vraiment écologiste. Aujourd'hui a été adoptée une loi interdisant les polluants éternels, sujet qui concerne aussi les Parisiens, puisque la régie de distribution d'eau, qui s'appelle donc Eau-de-Paris, vient de porter plainte contre X. A priori, les niveaux de polluants éternels, les niveaux de PFAS dans les eaux parisiennes ne seraient pas préoccupants, mais tout de même, il y a cette plainte. Est-ce que finalement interdire les polluants éternels, est-ce que ce n'est pas un vœu pieux ? En tout cas, il y a un texte qui vient d'être adopté aujourd'hui pour les interdire, et je pense qu'il faut aller encore plus loin, parce que il faut viser les ustensiles de cuisine qu'on utilise tous les jours, et c'est peut-être là où le danger est réellement. Et puis ces polluants éternels, ils sont présents, et il faut que le législateur, mobilisé notamment par les élus locaux, fasse leur travail et interdise ces polluants éternels, y compris dans les ustensiles de cuisine qu'on utilise tous les jours. Une dernière question, Aminata Niakate. Vous vous présentez donc à cette primaire écologiste en vue de ces municipales de 2026. Vous vous êtes présenté déjà aux élections législatives de 2022, celles de 2024, les législatives partielles. Est-ce qu'une élection nationale, est-ce que vous avez finalement la tête à l'hôtel de ville, hein ? Est-ce que vous avez vraiment l'hôtel de ville pour cible, ou est-ce qu'il faut s'attendre à vous voir briguer une troisième fois en mandat national en 2021 ? Excellente question. Donc vous aurez remarqué que c'était une candidature écologiste dans le 15e arrondissement, qui est quand même connu pour être très marqué à droite, et donc c'était une circonscription qui était ciblée comme pas gagnable pour nous, où on a fait quand même des scores assez intéressants. On a fait près de 44% des voix. Je crois qu'on a même battu en nombre de voix le record de la gauche de la 5e République sur cette circonscription-là. Et évidemment, c'était une démarche qui visait aussi à visibiliser ce qu'on a fait dans l'arrondissement, dans la perspective de Paris, et aussi pour lutter contre l'extrême droite. Voilà, moi c'était un espèce de sursaut. J'avais besoin de faire quelque chose, parce que le nombre de voix de l'extrême droite a triplé à Paris, et avec une droite qui emprunte beaucoup les éléments de langage de l'extrême droite, qui parle de logements sociaux en termes de ghettoisation, qui marginalise les droits des femmes, qui marginalise les personnes LGBTQIA+. Les personnes comme moi qui sont dénommées françaises de papier, et donc je pense qu'il y a un truc civilisationnel et qu'il faut investir dans la culture, dans l'éducation, soutenir les associations qui accompagnent ces
ces groupes sociaux. Vous dites que les collectivités locales peuvent protéger, je pense qu'elles peuvent être un rempart contre la droite et l'extrême droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est-à-dire que partout où l'extrême droite est au pouvoir, les droits sexuels et reproductifs sont mis en cause, les étrangers sont marginalisés, et je pense que les collectivités, si jamais l'extrême droite devait arriver au pouvoir, on sera à la veille de la présidentielle, elles pourront jouer un rôle pour soutenir, accompagner ces publics ou les associations qui travaillent tous les jours à leur côté. Et puis la ville de Paris, quand elle dit quelque chose, ça rayonne partout dans le monde, et je pense qu'elle peut avoir un langage fort sur le rejet d'un débat qui se trumpise avec des algorithmes qui vont se nourrir de données, ou dans la recherche aux États-Unis, on n'a plus le droit d'utiliser le mot femme, genre, climat ou antiraciste. Donc je pense qu'on a de gros défis civilisationnels qui nous guettent, et que les collectivités territoriales, dont Paris, ont un rôle à jouer. Merci beaucoup, Aminata Niakhaté. Vous êtes candidate donc pour cette primaire écologiste pour les municipales de 2026. Le scrutin est dans un petit peu plus d'un an maintenant. Un an donc pour faire votre choix. Vous aussi, sachant que tous les candidats ne sont pas encore déclarés, bien évidemment. La primaire donc des écologistes qui aura lieu au mi-mars, du 14 au 16 mars. Voilà, dans le courant du mois de mars, donc pour ce premier tour de la primaire écologiste. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. On va tout de suite regarder le temps pour ce vendredi.